Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de l'impact psychologique du sport de haut niveau et des séquelles qu'on peut avoir. Et pour ça, je suis accompagnée de Luna Ivray, ancienne gymnaste de haut niveau. On s'est d'ailleurs entraînés pendant 2 ans ensemble au pôle de Dijon. Et on a beaucoup échangé récemment sur les choses qu'on avait vécues et les traumas qu'on en gardait. Et donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur qu'elle vienne sur ce podcast pour vous raconter tout ça. Donc c'est parti. Jingle. Alors déjà Luna, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours ? Et ben moi, donc c'est Luna Ivray, aujourd'hui j'ai 20 ans et je suis originaire de Dijon, donc j'ai toujours habité sur Dijon. J'ai toujours fait de la gym à Dijon, j'ai commencé la gym j'ai fait mes premiers pas dans une salle de gym en fait, donc j'ai commencé la gym très petite. Et puis je suis rentrée en section performance, en gros pour faire des compétitions quoi. Et puis je suis rentrée au pôle espoir à Dijon du coup à l'âge de 10 ans, en 2014. Ouais. C'est ça, la même année que toi du coup. On est rentrés en même temps. Et puis j'y suis restée 2 ans et j'ai dû arrêter du coup pas à cause de problèmes de dos. Qui pouvaient pas... Tu pouvais plus t'entraîner correctement non, quoi. Plus du tout. Du coup j'ai dû réduire parce que je me voyais pas arrêter la gym à ce moment-là. Donc du coup je suis retournée dans mon club. Donc je me suis entraînée 1 an au club. Donc j'avais dit que je voulais plus faire de compétition du tout. Après j'avais dit que je pouvais aider... je pouvais participer aux compétitions s'il y avait besoin, mais j'avais refusé de remonter sur une poutre. Je faisais plus de poutre du tout. Traumatisée par la poutre. Donc pendant 1 an, je me suis entraînée et j'ai arrêté de m'entraîner moi-même après 1 an où j'ai commencé d'entraîner, puisque c'était vers ça que je voulais, c'était mon rêve en fait d'entraîner, donc c'est vers là que je voulais me diriger. De passer de la gymnaste à l'entraîneur. Ouais, c'est ça, de l'autre côté. J'ai pu commencer d'entraîner avec les entraîneurs qui étaient là-bas. Du coup, je faisais les horaires aménagés à un moment donné, mais en fait en tant qu'entraîneur. Donc ça, c'était plutôt sympa quand même. Et c'est donc là, à ce moment-là, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Je suis passée complètement à la danse, mais je continuais d'entraîner à la gym. Puisque à ce moment-là, c'était encore mon rêve d'entraîner. Je passais mon temps à faire des programmes pour personne, mais juste parce que c'était vraiment ma passion de faire des programmes. J'écrivais, je faisais des petits gugus et tout, je m'éclatais. Et puis ensuite, j'ai changé de club. Je suis allée à l'Indépendant de Chenôve où j'ai commencé d'entraîner avec mon ancien entraîneur du pôle qui entraînait un groupe élite du coup qui faisait du 25 heures par semaine. Je me formais à entraîner avec du haut niveau, donc c'était trop cool. C'était le top, ouais. Jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que je me sentais plus... Ça te bouffait de l'intérieur un peu. Ouais, c'était plus ce qui me correspondait en fait. À Chenôve, on m'a aussi confié pendant 2 ans un groupe de petites entre 5 et 7 ans. C'est moi qui encadrais, donc c'était aussi une grosse partie de mon rêve qui se réalisait, parce que c'était vraiment, pour le coup, je préparais des programmes et plus c'était pour... ton groupe quoi. Ouais, voilà, c'était plus des programmes pour personne, c'était vraiment des programmes que j'utilisais. Pour des filles. Pour des filles. Pour des êtres vrais. Donc franchement, ça, c'était trop cool. Et, mais jusqu'à un moment donné où en fait, tout ce qui s'est passé... avant, qu'on parlera après, tout est revenu en fait, quand c'était inculqué à l'intérieur de moi et ça ressortait sans que je voulais, c'est pas ça que je voulais transmettre quoi. Ouais. Donc du coup t'as préféré t'éloigner de ce milieu-là. Donc du coup je me suis éloignée parce qu'à un moment donné ça sert à rien de forcer et c'était... je voulais pas faire vivre aux petites que j'entraînais ce que j'avais vécu avant. C'était pas traumatisé et qui m'avait vraiment marqué, donc voilà. Et du coup à partir de ce moment-là je suis complètement sortie de la gym jusqu'à en faire c'était vraiment un dégoût total parce que je voulais plus du tout en entendre parler, rien que tout ce qui était photo sur les réseaux, tout ce qui était photo, personne de la gym, j'ai vraiment... Les actualités, j'ai vraiment tout enlevé parce que
parce que je voulais vraiment plus du tout en entendre parler. C'était décrocher vraiment quoi. Vraiment décrocher et la gym stop et laisser de côté quoi. Donc voilà, et puis là aujourd'hui ça revient petit à petit parce que je pense que je prends un peu du recul, parce que je grandis et du coup il se passe pas mal de choses dans ma vie et dans ma tête aussi qui fait que j'évolue un peu par rapport à ça. Enfin, je reviens un peu aux informations. Ma maman a jamais trop arrêté de suivre. Enfin, elle suit un peu, elle m'en parlait. Je dis oui. Oui, maman. Ok. Et puis là, en fait, je dis ah oui, mais je sais en fait ce que tu me dis, j'avais déjà vu. Je suis au courant. Le glow-up. Et elle me dit ah bon. Et du coup, donc ouais, là, je reviens un petit peu aux informations tranquillement et puis ça fait plaisir. Voilà. Et moi, du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta période de gym de haut niveau pour essayer de comprendre un peu justement pourquoi tu as eu ce dégoût, ce qui s'est passé derrière et tout. Comment est-ce que tu l'as vécu cette période ? Alors, tu m'aurais posé cette question à la fin de ces 2 années, je t'aurais dit franchement, franchement, et je le dis encore, c'est franchement peut-être plus les 2 meilleures années de ma vie, mais à ce moment-là, je le disais parce que c'était... je sortais vraiment de 2 années avec des personnes avec qui je me suis vraiment accrochée. C'est inexplicable en fait, parce que c'est vraiment des trucs sur toutes les gymnastes de France. Tu vois, j'ai réussi, moi j'ai eu l'occasion de vivre ça et franchement c'est une opportunité de ouf. C'est une opportunité et même avec tout ce que je vais peut-être raconter après, ça je l'oublie pas parce que franchement c'est aussi l'école de la vie, on le dit, et c'est vrai, même si c'est pas tout positif, il y a quand même énormément de positif et ça faut pas l'oublier quoi. Ouais. Donc du coup, voilà, après aujourd'hui, effectivement, avec le recul, c'est pas trop j'ai pas trop le même discours, je garde en tête tout le positif, mais le négatif m'a un peu rattrapée. Et du coup, ouais, effectivement, il s'est passé pas mal de choses des petites, parce que la gym, c'est un sport hyper précoce, hyper strict, j'ai envie de dire. Après, je suis pas spécialiste des autres sports, je pense que le sport de haut niveau, dans toute façon, c'est ça, mais je pense que la gym est un monde assez particulier quand même. Ouais. Et quand t'es dans un circuit dans l'optique de performance, dans l'optique de compétition, tu te retrouves vite dans des entraînements hyper intensifs. Avec beaucoup d'exigences. Avec beaucoup d'exigences, effectivement, et des exigences qui, quand on prend du recul, on les caractérise pas comme des exigences très bienveillantes. Parce que c'est vrai que la gym, ça se joue à rien, bon, comme les autres sports, mais là on parle de la gym en l'occurrence, ça se joue à rien, ça se joue à une pointe tendue, et c'est un sport très perfectionniste. Ouais, c'est ça, et un entraîneur qui entraîne dans une section compétition, dans une section de performance, lui-même je pense qu'il se doit d'être hyper précis, d'être hyper rigoureux sur l'observation de ses gymnastes, et je pense que des fois ça en devient un peu excessif. Du coup, c'est là que moi j'ai commencé à vivre des petites violences physiques, parce que une pointe tendue, une pointe pas tendue justement, une jambe fléchie, des fesses pas serrées, c'est une petite tape comme ça, et en fait ça m'a marqué, mais en fait ça m'a marqué tard. C'est-à-dire que ça, je l'ai réalisé, mais assez tard que j'avais vécu ça. Après tout ce que je dis, j'ai discuté avec les personnes concernées, les entraîneurs concernés, et cet entraîneur-là, en fait, ne s'en rappelle même pas, parce que je pense que c'est pareil, en fait. Je pense que quand t'es... Enfin, c'est mon avis, mais quand t'es entraîneur dans une section de performance comme ça, en fait, tu te mets, toi, dans le rôle. T'as une pression aussi, toi-même, je pense, de faire tes preuves, des pressions de la fédération. Ouais, c'est ça, et donc effectivement, je pense que... C'est compliqué pour ça tout le monde. Ça excuse pas, mais je pense que c'est aussi... Ouais, ça explique, entre guillemets, parce que bon... donc il y a eu ça. Après, en termes de violence physique, ça, j'ai pas été trop touchée. J'ai pas été trop touchée. Quand on sait que la gym, ça fait quand même très mal au corps, et que le corps a du mal à s'en remettre après quand même.
Donc voilà. Et 20 puis, ans ressentis, à 64. peu près. À peu près, ouais. Et puis non, moi c'est surtout psychologiquement que j'ai subi pas mal de choses. Encore une fois, je pense que je suis pas celle qui a subi le plus, mais c'est déjà assez Après, important. c'est pas un concours de Oui, traumatisme non oui, plus. voilà, c'est ça. Non, mais c'est Chacun c'est son pas... histoire et chacun Ouais, c'est ça, sa mais façon de vivre les ça choses. montre qu'il y a quand même des choses un peu différentes, mais un peu partout, justement. Mm. Et déjà, moi, je pense que je suis quelqu'un de nature un petit peu fragile. Moi, je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça a été marquant, en fait, d'entendre beaucoup de choses là-dessus, parce que c'est des phrases du genre tu pleures tout le temps, une pleureuse, la chouineuse, des trucs comme ça, et ça Ouais. marque. Et en fait, la chouineuse, ça c'est le mot. T'es trop sensible, enfin voilà, tout ça c'est. On dirait pas, mais en fait, c'est des choses qui marquent à vie, parce que en fait, après, du coup. Quand tu grandis et que tu as des périodes un peu difficiles, dès que tu te sens un peu moins bien, en fait, la confiance en soi, ça redescend bien comme il faut pas. Puis ça connote négativement ta personnalité aussi. Oui, vraiment. Parce que être sensible, c'est pas forcément une mauvaise chose, faut juste apprendre à vivre avec ses émotions. Oui, et là, ça, du coup, ouais. c'est vraiment en mode t'es sensible, Ouais. c'est mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc ça, ouais, ça m'a bien marqué. Après, dans la gym, il se passe pas mal de choses. Après, j'ai vécu aussi pas mal de chantage, justement sur la période que je parlais où je voulais plus faire de compétition. Il fallait que j'aide le club, il fallait que je remplisse les soi-disant missions que j'avais, et du chantage un peu agressif par message pour en gros dire si tu fais pas la compète, t'es qu'une égoïste, quoi. Donc à ce moment-là, t'acceptes de faire la compétition. Tu dis ok, j'enfile mon Justocol, voilà. j'arrive. Et donc je suis remontée sur une poutre 8 mois après n'être pas remontée sur une poutre en pleine compétition. J'ai fait une roue sur la poutre, je savais. En compète. Je savais pas que je savais faire encore ça. T'as découvert. Je me suis inventé un mouvement de poutre une demi-heure avant la compète. Et je suis montée sur la poutre et j'ai fait une roue. C'était quoi comme compète? C'était une compète importante? C'était du fédéral B, je crois, un truc comme ça. C'était pour aider l'équipe, les équipes. Ça avait été critiqué d'ailleurs, il y avait eu des commentaires justement sur YouTube aussi, comme quoi c'était complètement aberrant que je sois sur cette compétition. Tu fais ce que tu veux. À peu près ce que je veux, oui, c'est ça. C'est la dernière fois que je suis montée sur une poutre. Après, j'ai dit non. Fini. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse sur... voilà, tu vis pas forcément les choses par plaisir tout le temps. Après, tu trouves un moyen de le faire par plaisir, mais quand tu prends du recul, tu te dis ouais, mais en fait... j'ai un peu subi le truc pendant des années, pas envie, en fait. Donc, du coup, voilà. Et puis ensuite... Je vais juste faire un trigger warning. On va parler des troubles du comportement alimentaire. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous trigger, n'hésitez pas à passer la vidéo. Je mettrai ici, genre, à quel temps vous devez vous rendre. Du coup, le sujet sensible qui a pesé beaucoup, beaucoup et qui pèse encore beaucoup aujourd'hui. Roulement de tambour. Les troubles du comportement alimentaire qui sont un sujet quand même très répandu dans la gym de haut niveau. Et on s'en rend pas compte parce que pas beaucoup de monde en parle. Mais pour le coup, on connaît beaucoup de gyms qui ont été dans le milieu. Et je peux vous dire que je pense pas me mouiller en disant que 2 gymnastes sur 3 ont fini avec des troubles du comportement alimentaire. Moi, personnellement, avec toutes celles que j'ai discutées, il y en a eu. Du coup, à peu près, j'ai essayé de discuter à peu près avec tout mon entourage de la gym. Et franchement, j'ai eu du 99%. Et le 1% qui reste, c'est des gymnastes qui sont encore dans le haut niveau. Ouais. Et en fait, moi, ce que je remarque, du coup, dans le haut niveau, mais pas que, parce que j'ai justement aussi parlé avec pas mal de filles qui n'ont pas été dans le haut niveau, qui sont à loisir dans leur club et qui font ça
tranquillement et qui entendent et qui subissent aussi des choses par rapport à ça. Ouais. Et moi, c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est parce qu'en fait, ça se répand trop. Alors, Je pense que ça a toujours été là dans ce sport. Je pense que ça a toujours été. Après, en loisir, je sais pas. Bah, je pense qu'il y a toujours eu des entraîneurs... parce que en soi, les troubles du comportement alimentaire, on va pas se mentir. Déjà, la gym, oui, c'est un sport où t'es exposé, t'es en justo, machin, ça c'est pas évident à gérer. Mais la plupart du temps, c'est quand même accentué par les entraîneurs, parfois au-dessus. Enfin, les gens, en gros, qui te disent qu'il y a quelque chose qui va pas avec ton physique. Et qui vont te dire ce qu'il faut que tu manges, ce qu'il faut que tu... machin. Moi, ça a commencé par un suivi qui était de base pour pour le suivi de la santé. Et moi, ça m'a été amené comme le fait d'éviter les blessures. Ouais. De pas devoir prendre du poids et de manger sainement pour pas se blesser, pour pas être trop lourd et se blesser. Ouais. Mais, ce qui est intelligent en soi, parce qu'on fait un sport à fort impact. Quand tu prends 2 kilos, c'est 2 kilos en plus sur les chevilles. Effectivement, ce qui pourrait être intelligent si c'était traité de la bonne manière. Intelligemment. Alors déjà, se peser toutes les semaines, bon, à la limite, toutes les semaines, voilà, mais... ça dépend juste, en fait, comment tu vois la pesée. Et puis, sachant que nous, ok, c'était toutes les semaines, mais il y en a qu'on voyait très bien, c'était tous les jours. Oui. Et c'était tous les jours, et c'était à noter sur une feuille de papier et tout. Oui. Et donc voilà, quand il y a ça, c'est pas forcément très... La balance dans le bureau, tu vois. Voilà, la balance dans le bureau, la fiche au-dessus pour écrire... t'as ton prénom et t'as ton poids à côté, t'as les colonnes pour le suivi à chaque fois. Puis c'était... puis là, pour le coup, c'était vraiment au gramme près. Au gramme près, quoi. Des petites remarques qu'on entendait. Parce que j'entendais au début, quand je faisais mes... Alors, je venais le mercredi matin au pôle... avec 3 filles de mon club, je crois, pour... Donc avant que tu y rentres. Avant que j'y rentre. Donc j'avais 8 ans. Une gymnaste qui était au pôle à ce moment-là. Et qui, tous les mercredis matins, elle se faisait peser et insulter de sumo. Tous les mercredis matins. Donc en gros, elle se lève tous les mercredis matins et elle se dit que... elle va se faire insulter de sumo. Voilà. Have a nice day. Bonne journée. Voilà. Quelle belle journée en devenir. Donc voilà, ça, la pesée régulière au gramme près, le terme cellulite qui à 10 ans, en fait... tu découvres ce que c'est, ouais. À 10 ans tu sais pas. À 16 ans, tu sais ce que c'est la cellulite. Sauf qu'à 16 ans, quand t'en as entendu parler depuis tes 10 ans, c'est juste affreux en fait. C'est affreux de découvrir ça sur son corps alors qu'en fait on t'a inculqué depuis tes 10 ans. Oh, moi j'ai découvert avant, hein, mais... Après c'est pas une compétition, mais... Et ouais, quand t'arrives à 16 ans et qu'en fait on t'a inculqué depuis tes 10 ans que c'est mal d'avoir de la cellulite, que c'est mal que ton corps il s'épaississe, que tu grandis. Que c'est mal d'avoir ses règles. Que c'est mal. Enfin, pas que c'est mal, mais que c'est une preuve que t'as grossi, que t'as pris du gras, voilà, et que grossir c'est mal. Du coup, t'associes... en gros, les raccourcis sont vite faits. À 16 ans, après, tu le vis un peu mal. Pour le coup, très mal. Et donc voilà, il y a ça. Et donc oui, du coup, moi, ça a commencé... Suite à ces remarques, à ces choses que t'entendais. Mais moi, en fait, oui, effectivement, j'ai pas vécu... la chose personnellement parce que j'ai toujours eu le physique parfait, on va dire, la morphologie de la gymnaste parfaite entre guillemets. Et en fait, ouais, moi j'ai surtout... C'est vrai que t'étais très, très fine, très sèche. T'étais un petit peu musclée, sèche, mais... sèche, ce mot, sèche. Combien de fois j'ai pu l'entendre, ce mot, sèche. Ouais. Donc du coup, moi personnellement, j'ai pas trop eu... Bon, j'avais les pesées et je pense que ça pour le coup, ça m'a traumatisée. Et pour le coup, je me rappelle même d'une fois m'être pris une remarque un petit peu parce que j'avais perdu 3 kilos, je crois. Ça m'a marqué. Et en fait, quand tu dis, mais attends, je comprends pas, il faut pas prendre, il faut pas perdre. Enfin, parce que j'avais perdu, justement. Et en fait, elle m'avait dit, faut manger quand même. Bah oui, mais du coup, je sais plus trop moi, je sais plus trop ce qu'il faut faire, tu vois. Et ça m'a marqué. Et en fait, j'étais contente d'avoir perdu 3 kilos. J'avais 11 ans.
Bah, c'est comme ce que Anne disait, je crois, si je me trompe pas, qui disait qu'elle était malade et qu'elle avait perdu, je crois, 2-3 kilos, un truc comme ça. La gastro. Vive Ouais, la gastro. Et qu'elle avait débarqué à l'entraînement et que son entraîneur lui avait dit je m'en souviens, son entraîneur lui avait dit oh t'es trop belle, faut que tu restes comme ça, faut pas que tu reprennes ce poids et tout, alors que la meuf était malade, genre sa santé va mal et on lui dit c'est très bien, enfin à un moment il y a pas un décalage de ce qu'on juge bien et pas bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait c'est pas amené d'une façon comme on disait, c'est pas amené d'une façon intelligente et bénéfique pour la performance en fait. Non, une fois que j'ai arrêté le pôle, enfin le haut niveau du coup, et que j'ai repris dans mon club, mais du coup je m'entraînais beaucoup moins à cause du mon dos et tout, donc bah du coup à ce moment-là mon corps a commencé à changer. Et je crois que les premières règles sont arrivées à peu près à ce moment-là. Et waouh! Et là c'est la descente. Franchement, c'est la descente aux enfers parce que moi, je me pesais 10 fois par jour. Matin au lever, après le petit déjeuner, matinée, avant le manger, après le manger. Enfin, tous les. Voilà. Je me restreignais de manger de la salade. Genre, je me reprenais pas de salade parce que ça. Parce que reprendre de la nourriture, c'était mal. Oui, voilà, c'était mal, quoi. Donc, il y a eu ça. Et en fait, je suis arrivée dans une grosse période où j'avais des nausées tous les soirs, en fait, même plusieurs fois par jour, parce que dès que je mangeais un truc, j'avais des nausées. En fait, au bout d'un moment, je suis partie voir un gastro-entérologue. Et en fait, au fur et à mesure, il m'a envoyée vers un médecin nutritionniste. Et franchement, j'ai été hyper bien suivie pendant quelques mois. Il a franchement pas fallu. Ça a duré tellement longtemps. Et dès que je suis rentrée dans ce suivi, ça allait tellement vite. C'était un centre où il suivait, du coup, il y avait un médecin nutritionniste. Et ensuite, il t'envoyait en fonction de tes besoins. Il y avait, je crois, une psychologue, une infirmière et puis une diététicienne. Et franchement, en quelques mois... j'ai arrêté de culpabiliser à la moindre miette que je mangeais. Parce que je suis arrivée à un moment donné où j'ai eu une semaine où j'étais pas chez moi et donc j'avais pas de balance. Et du coup, je ne pouvais pas me peser. Et donc du coup, je me suis, par peur en fait d'avoir pris du poids à mon retour chez moi, j'ai mangé franchement très très peu. Et en plus j'étais avec des amis à ce moment-là, mais j'avais 12 ans quoi, donc je pense qu'ils n'avaient pas la notion de ce que je pouvais vivre, et donc pour eux c'était complètement aberrant que je refuse de manger un bout de gâteau au chocolat quoi. C'était complètement illogique quoi, mais c'était ridicule en fait. Pour eux c'était vraiment ridicule, c'était du caprice, mais c'est des choses que tu peux pas comprendre. Non, déjà pas à 12 ans, même moi, Et donc du coup, cette semaine-là, j'ai tellement peu mangé, j'ai perdu 1,5 kg en une semaine. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit non mais... J'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé mon suivi. Et franchement, en quelques mois, j'ai vu une différence de ouf. Et... Comme quoi, il faut consulter quand ça va pas. Et franchement, ouais, moi, c'est un truc que j'arrive... Enfin, pour le coup, j'ai toujours réussi à parler un peu de ça, et franchement c'est accepter un peu les problèmes et en c'est parler. Ça, ouais, c'est ça. Mais après je comprends que c'est hyper compliqué et qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas aussi facilement, et franchement je suis la preuve vivante que c'est hyper bénéfique d'en parler à des professionnels, surtout des professionnels, et des gens qui ne sont pas dans ton entourage, parce qu'effectivement mes parents n'ont jamais vu l'ampleur que ça prenait, parce que bon, après en plus quand t'es parent d'un sport, d'une gymnaste de haut niveau en l'occurrence, tu suis le mouvement, et quand l'entraîneur il te dit il faut respecter ça en termes de nourriture et tout, en fait les parents ils suivent, et ils veulent que leur fille réussisse, donc en fait quand on leur dit faut pas manger ça, faut pas manger ça, ils font confiance en fait ils l'appliquent à l'entraîneur en fait. Et donc du coup effectivement mes parents n'ont pas forcément vu l'ampleur que ça prenait, et c'est que quelques années, franchement il y a
il y a 1 ou 2 ans que j'ai pu parler avec, enfin que j'ai pu expliquer et me dire naturellement en gros ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vécu, comment je faisais pour me peser 10 fois par jour, mais je faisais doucement avec la balance parce que je me disais qu'à un moment donné ça allait être suspect, mais je savais, enfin je faisais doucement quand je sortais la balance et tout. Et pareil, à 12 ans, 13 ans, allez, je cherchais des régimes sur internet quoi. Je m'inscritais, je mettais mon compte. Mais non, mais quand j'y pense, je me dis, mais. C'est lunaire. Ouais. Tu vois. Mais surtout que pour le coup, bah toi, il n'y a eu aucun moment. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de raison pour que tu le fasses. En fait, j'avais tellement peur d'en arriver à grossir au point de. Bah, mes anciennes copines d'entraînement. En fait, c'était de la peur de l'anticipation en fait. Quand tu dis ces anciennes copines d'entraînement, c'est ce qu'elles vivaient. Oui. Genre quand elles se prenaient des remarques et tout. Qui, elles, étaient confrontées à ça, qui étaient confrontées elles-mêmes à une morphologie qui n'était pas forcément adaptée, on va dire, à la gym, quoi. À la vision de l'entraîneur, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. C'est là où je vais en venir après, en fait, mais il n'y a même pas de morphologie parfaite, enfin... C'est écrit nulle part. C'est ça, chacun a son poids de forme et sa morphologie adaptée. En fait, c'est ça, chacun a son vécu, chacun a sa propre santé, chacun a son propre corps, chacun a sa propre taille, chacun a ce... Oui, c'est ça. Et on n'a pas tous besoin des mêmes choses pour performer. Pas tous besoin des mêmes choses et pas tous besoin des mêmes choses au même moment. Oui, aussi. Et pas les mêmes périodes de vie, enfin... Et ça, pas tous fait pareil, quoi. Et je me rappellerai toujours, ça c'est un truc que j'avais vachement apprécié, c'est quand je suis partie aux États-Unis. Mais ça, j'en parlerai peut-être aussi dans l'épisode que je ferai sur les TCA, mais je le ferai pas tout de suite. Mais en gros, mon entraîneur, il nous avait dit dans une visio qu'on avait avec toute l'équipe, genre moi je veux pas que vous soyez, enfin il nous l'a dit en anglais du coup, enfin en américain, moi je veux pas que vous soyez maigre, je veux pas que vous soyez fine et que vous fassiez un certain poids, je veux que vous soyez forte. Tu vois, genre en gros c'était une manière de nous dire, moi je m'en fous de votre poids, je m'en fous de votre morpho, tant que physiquement vous tenez le choc et que vous êtes capable de faire vos complets et qu'en compète vous vous sentez bien quoi. Ouais. Et ça j'ai grave apprécié parce que du coup en fait tu vois le focus il était plus mis sur notre apparence, sur notre physique, bah oui, mais vraiment sur nos performances, tu vois. Oui. Sinon on aurait fait mannequin. Oui, c'est ça. J'aurais fait Miss France, sinon j'ai pas la taille requise, mais... Ah, vraiment, si j'avais pas fait de gym, j'aurais fait Miss France, tu vois. C'était vraiment ça le problème, sinon... Oui, en gros, tu voyais les filles qui avaient pas la même morphologie que toi. Oui, voilà, c'est de la peur de... En fait, je réagissais comme ça par peur de grossir. Oui, parce qu'en fait, mais tu projetais les filles qui avaient pas la même morphologie que toi, qui étaient peut-être un petit peu moins sèches, elles se prenaient des remarques. Et du coup, toi, t'avais l'impression que si tu devenais comme elle, entre guillemets, t'allais justement avoir cette image négative et te prendre des remarques aussi. Ouais. Et alors, je pense qu'il y avait ça aussi, c'est que j'étais tellement accrochée à mon entraîneur à ce moment-là, que en fait, pour moi, si je grossissais, ça allait changer sa façon de te voir. De me voir, tu vois. Ouais. Et ce truc aussi. Ouais. Et je me rappelle même, dans les périodes où j'ai arrêté... la gym, être allée lui demander si elle trouvait que j'avais grossi. Parce que c'était... T'avais besoin de sa validation. Ouais, voilà, la validation. J'avais besoin de la validation. Et du coup, aujourd'hui, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça fait des hauts, des bas. Dès qu'il y a une période, je vais faire un peu moins de sport ou je vais manger un peu n'importe quoi, ça revient en fait. Alors que t'as plus de compte à rendre, t'es plus dans le sport de haut niveau. Pour le coup, non. Et en fait, là, c'est devenu un compte à rendre à moi, à moi-même. Et en fait, en plus, là, j'ai vécu une grosse période de dépression. Donc, voilà, on n'en parle même pas de l'image que j'avais de mon corps à ce moment-là, l'année dernière. Mais ça redescend super vite. Et puis, en fait, tu te dis... tu te dégoûtes toi-même, en fait. Et ça, franchement, je crois que c'est le pire sentiment. Ouais. C'est de se dégoûter soi-même. D'avoir honte aussi auprès des autres. Ouais, d'avoir honte. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tellement envie que ça change. Il y a 2-3 ans, je me voyais guérie parce que je ressentais plus. Et en fait, je ressentais plus de mauvaises sensations.
Et en fait, bon là après c'est des années pour moi un peu compliquées parce qu'il y a pas mal de choses dans ma vie qui sont un peu compliquées, mais du coup ouais ça revient. Je peux pas avoir une période où le moral va moins bien sans que ma vision du corps soit altérée, ouais tu vois. Et en fait, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de toi qui, à chaque fois qu'il y a un petit truc qui va pas dans ta vie, bah ça ouais rechute. Exactement. Mais je pense qu'il faut faire confiance au temps. Je pense oui, que... aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, ça s'en ira. Ouais. Et puis là, bon, après, là, oui, comme j'ai dit, j'ai des périodes compliquées, donc il faut attendre un peu. C'est pas non plus une référence, ouais. Ouais, voilà. Par contre, ouais, j'ai vraiment comme envie de me mobiliser un peu pour ça. J'ai vraiment envie de sensibiliser les gens à ça parce que je pense que c'est... Là, on parle dans la gym. Je connais pas vraiment dans les autres sports, mais je suis sûre que dans les autres sports, il y a surtout peut-être dans les sports de poids, peut-être, je sais pas, après tous les autres sports artistiques, je veux pas parler sans connaître, mais la gym rythmique, le patinage, tous les autres sports artistiques. Oui, voilà, il doit y avoir quand même... Et aussi les sports de poids à catégorie, comme tu dis. Et du coup, je voulais juste faire un petit... je voulais juste évoquer une association que j'ai découverte l'année dernière, je crois, une association strasbourgeoise qui s'appelle Hello Die Asso. On vous mettra le Insta en description. Ouais, alors qui n'est pas spécialisée dans la gym ni dans le sport, mais qui englobe tout ce qui est anorexie mentale, boulimie, enfin tout ce qui est trouble du comportement alimentaire. Ils font des événements. Des événements reliés à ça et tout ça, et franchement... franchement, moi, ça a été une découverte super intéressante parce que ça relie vraiment à ce que j'ai envie de sensibiliser, quoi. Donc, et d'échanger avec des autres qui vivent aussi peut-être pas forcément la même chose, qui n'ont pas forcément les mêmes causes, mais qui au final, on se réunit tous dans la même merde, on a des soucis avec la nourriture, tu vois. Ouais, voilà, et du coup, tu te reconnais un peu, et ouais. À l'époque où je me sentais vraiment guérie, j'ai écrit un truc et je me rappelle avoir écrit sur un coup de tête parce que... T'avais besoin d'extérioriser. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais écrit que... En fait, la nourriture, c'est un peu la base de... Enfin, c'est la base de tout. Je veux dire, quand on fait une soirée, on pense à ce qu'on va manger. Enfin, les événements Noël, etc. On mange 3-4 fois par jour. Voilà, ça fait partie du quotidien, en fait. Ouais. Et ça... C'est ce qui ça devrait pas, c'est ça, c'est le carburant. Enfin, ça devrait pas être un problème, en fait. C'est une solution, en fait. C'est juste... Hypoglycémie, tu manges. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'association, il y a d'ailleurs Anne Cum, donc ancienne gymnaste de l'équipe de France. Elle a fait les Jeux de Londres, remplaçante aux Jeux de Rio, etc. Qui est marraine, je crois, de cette association. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que tu l'as découverte, non ? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, j'avais vu... un post qu'elle avait partagé. Ouais, elle avait partagé quelque chose et puis je suis allée voir et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce qui me correspond, en fait. Et du coup, on a pu participer toutes les deux à un de leurs événements. Et je trouve, moi perso, ça m'a permis un peu de dédramatiser le truc. Peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément la force d'aller directement consulter un médecin, un psy, tu sais, ça fait très formel, très j'ai un problème. Ouais, alors que là, ça fait vraiment moment de partage, un petit atelier, où à chaque fois ils organisent un petit atelier. Nous, en l'occurrence, il y avait une friperie, un atelier friperie, et puis après, on avait pris un petit goûter, on avait discuté. Et franchement, ouais, c'était chouette. C'est un système qui peut correspondre à pas mal de personnes. Ouais. Et du coup, de tous ces traumas, tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'en tires ? Et qu'est-ce que, si c'était à refaire, ou plutôt si t'avais le pouvoir de changer les choses, qu'est-ce que tu changerais à cet environnement, justement ? Moi, il y a des valeurs qui me sont hyper importantes et qui correspondent à ce que tu me demandes. Pour moi, la bienveillance, c'est la base de tout. Et je le vois beaucoup dans ma vie actuelle parce que personne ne connaît la perfection, c'est écrit nulle part de comment on doit vivre exactement la lettre. Et en fait, je me dis que si on vit pas avec passion, si on vit pas avec quelque chose qui nous fait vibrer. Je vais juste faire une petite aparté, un petit exemple de ma vie de danseuse. Quand on apprend une chorégraphie, on recopie en fait les pas que fait le chorégraphe. Mais en fait, quand tu apprends une chorégraphie, tu danses pas. C'est pas apprendre une chorégraphie qui va te faire aimer la danse. En fait, c'est en
dansant justement cette chorégraphie, tu vois, c'est En en y y mettant mettant du tien, en y mettant de ta personnalité en fait qui fait danser. Et en fait pour moi c'est la même chose dans le sport et dans la gym. On a tous déjà vu des parents qui forcent Ouais, leur enfant à faire de la en fait gym l'enfant fait la gym ou du sport pour ses parents. parce que c'est les parents qui ont décidé, parce que les parents veulent que son enfant soit champion de tel sport. Mais en fait, si on satisfait pas ce que le cerveau, ce que nous-mêmes on a envie, en fait c'est pas bénéfique. Et de base le sport, c'est pour sa santé qu'on fait du sport, c'est pour que le corps reste en bonne santé. Alors si on mélange, enfin si le cerveau n'est pas en accord avec ses envies, il n'y a rien de bénéfique en fait. Ouais. Puis surtout des sports, il y en a tellement, genre autant choisir un qui te plaît et puis C'est ça. de base on est tous censés commencer parce qu'on aime ça C'est et parce ça. qu'on est passionné par le sport donc Ouais, pour moi la bienveillance, la passion et le partage. Oui, on fait du sport en club en général pour être avec des autres et partager la même activité avec d'autres personnes. Donc si, comme on a connu, ça se passe dans les cris, les pleurs, la peur de faire les choses, bah le partage il est fait, hein, mais pas dans le bon sens. ouais. Et pour moi le sport, pour moi il n'y a plus de sport à ce moment-là parce que c'est... Ouais, pour moi c'est pas ça le sport quoi. Ouais, et je trouve ça trop dommage, tu vois, comme tu dis, que toi, t'es arrivé à un stade où tu pouvais plus entendre parler de gym, où Ouais. t'avais vraiment besoin Alors de que couper, pourtant, alors que de c'est un base, sport t'étais passionnée. passionné. Moi, je me voyais déjà entraîneur. Surtout que j'avais quand même des portes qui pouvaient s'ouvrir très facilement. Ouais. Et en fait, je les ai refermées moi-même parce que en fait, T'en ce qu'il voulais y pas avait de ces derrière portes ces ouvertes. portes-là, c'était pas ce que je voulais. Et ouais, effectivement, c'est ça. Et j'avais envie de transmettre autre chose que Que ce que t'avais vu. que ce que j'avais vu, en tout cas négatif qui me rattrapait, en tout cas, parce que après j'ai vécu beaucoup de choses positives et je sais, et cette personne se reconnaîtra d'ailleurs, qu'elle m'a appris énormément de choses et que sans elle j'avais pas la notion du positif. Enfin, pour moi c'est vraiment mes 2 années de haut niveau où où j'ai appris ce que c'était que être positif, de se battre, tu vois, de jamais lâcher, de jamais baisser les bras, tu vois, de continuer jusqu'au bout, quoi, jusqu'à là où on a envie d'arriver. Et voilà. Justement, du coup, pour rebondir un peu sur ce truc de positif, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué le négatif, mais Oui. si tu devais retenir... Parce que le positif, il y en a aussi, beaucoup. Oui, beaucoup. Du coup, s'il y avait un moment positif que tu devais retirer de tout ça, qu'est-ce qui te vient en tête, là, maintenant ? Un moment qui t'a marqué ? Il y a un moment qui m'a marqué et que c'est le premier qui me vient, c'est sûrement pas le seul et j'aurais pu en dire plein d'autres, mais le moment qui m'est venu, c'est le jour où mon entraîneur elle m'a fait écouter ma musique de sol, qui est restée d'ailleurs jusqu'à la fin de ma dernière compétition. Cette musique, elle me donnera des frissons à vie, je crois, mais elle me l'a fait écouter un soir. Il faisait nuit et le gymnase était complètement éteint. Et elle a mis la musique à fond, en fait, la musique dans le gymnase. Et c'est un moment qui m'a marquée. C'est ça qui m'a donné goût à la danse. Enfin, c'est cette personne, en tout cas, qui m'a donné goût à la danse. Mais cette musique et cette choré, je pense que ça a conclu un peu ce que je ressentais. Et je pense que c'est aussi cette personne, elle est hyper importante à mes yeux et je pense que c'est pour ça que ce moment il est fort. Spécial. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est très beau. Bon, bah, merci Luna. Est-ce que t'as des choses à rajouter ? Non, je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais il y aurait tellement de choses à dire qu'à un moment donné... Faut qu'on s'arrête, ouais. Sinon, le podcast, il va durer 45 minutes. Parce que si je me lance dans mes réflexions philosophiques de ma vie, on n'est pas arrivé au bout. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de discussions qu'on a eues autour de tout ça, et je pense que le fait d'en parler, ça peut peut-être aider un peu à ce que les choses... J'espère en tout cas. Elles s'arrangent. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, qui s'améliorent un petit peu.
Faut plisser les yeux pour les voir. Mais non, mais Luna, on a dit positiver. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, ce petit épisode avec Luna. Si vous avez des commentaires, des retours à faire Avec sur plaisir. ça, si vous vous êtes reconnus dans certaines choses qu'on a dit, voilà, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir, voilà. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salto et Morito. Bisous! Si salto y mojito.